avoir un modèle, donc bien sûr un panel, mais dans lequel en fait nous avons ce qu'on appelle voir la variable à expliquer, la variable y, qui figure parmi donc les variables explicatives, ce qu'on appelle en fait une variable retardée. Donc on va voir le principe de ce modèle et surtout la technique d'estimation qu'on va utiliser, qui est en fait la technique des moments généralisés, donc très connue en anglais, la méthode GMM en anglais. Donc on va essayer donc de voir en fait le principe de cette méthode et comment on va bien sûr interpréter l'output, les résultats issus de la modélisation de type GMM, bien sûr, toujours en ayant recours à notre étude de cas et en ayant recours au logiciel Stata. Donc, c'est le chapitre 5 qui s'appelle les modèles de panel dynamique. Alors, les modèles de panel dynamique, donc, une petite introduction pour bien comprendre, en fait, pour avoir une idée donc, sur ce genre de modèle. Alors, ce sont donc les modèles qui font dépendre la variable, la valeur plutôt, la valeur de y pour la IM individuelle adaptée, non seulement des valeurs prises par les variables x, y, mais surtout, et c'est là que réside la source des difficultés associées à l'estimation de ce modèle, des variables retardées de la variable expliquée elle-même. Donc là, en fait, on va voir qu'au niveau des variables explicatives, les x, y, il y a la variable expliquée, mais retardée. Donc, c'est-à-dire y, t-1, t-2, etc. Donc, un modèle dynamique, on vous dit, est un modèle dans lequel un ou plusieurs retards, donc d'une manière générale, de la variable dépendante figurent, donc les retards de la variable dépendante figurent comme variable explicative. C'est ça, donc, qui fait référence à cette notion de modèle dynamique. Ça va, vous suivez avec moi? Oui, monsieur. Monsieur. C'est bon? Pas encore, Non, monsieur. pas encore, monsieur.
Alors, le modèle qu'on va étudier dans le cadre, bien sûr, de ce chapitre, dans le cadre des modèles dynamiques, prend la forme suivante. Donc, on a toujours la forme donc, de YIT classique, c'est-à-dire la variable expliquée avec les double indice IT. D'accord? On a donc toujours les caractéristiques, les spécificités individuelles alpha I, l'ensemble des variables explicatives. Et là, ce qui est nouveau, c'est cette, en fait, l'expression qui reflète donc la partie dynamique du modèle, à savoir gamma YIT-1. C'est-à-dire, on va introduire comme variable susceptible d'expliquer la variable YIT, ces retards, d'accord, des années précédentes de la forme YIT-1. Et bien sûr, sans oublier le terme résiduel epsilon IT. Donc, si bien sûr, ici, on se retient à une seule variable exogène, c'est-à-dire, donc on a XIT, mais on peut bien sûr généraliser dans le cas où on a plusieurs variables exogènes. Donc, ce qui est nouveau, c'est cette partie-là. Donc, voilà. Sur le, on va dire, l'évolution de la variable YIT, donc, bien sûr, présent et futur. Donc, c'est ces valeurs passées qui peuvent expliquer les valeurs présentes. Donc, ça, c'est en fait la forme d'un modèle dynamique. Monsieur, Oui. monsieur شنو monsieur تعطي exemple نتاع موديل نلقوا فيه الفاريابل ديناميك. Mais, on vient juste de commencer. Donc, tous les modèles qu'on peut expliquer, on peut avoir parmi les variables, par exemple, je veux expliquer la croissance économique à travers le PIB à l'instant T. Je peux, donc, au niveau des variables explicatives, introduire le PIB T-1. C'est-à-dire la croissance des années de l'année précédente comme une variable X qui peut influencer la variable... معناها نجم نحطوا les données historiques comme variable dynamique. Non, pas les variables historiques. On parle de la variable Y, c'est tout. Les valeurs historiques de la variable Y. Il faut préciser, okay, c'est de la variable Y. D'accord? D'accord, monsieur. Bien. Alors, on peut considérer la variable retardée de Y comme une variable explicative tout à fait ordinaire et donc procéder par conséquent à l'estimation des coefficients du modèle en mettant en œuvre les deux techniques qu'on avons déjà présentées jusqu'à présent, c'est-à-dire modèle à effet fixe ou modèle à effet... Et on va montrer que YIT-1 n'est pas une variable explicative comme une autre, c'est-à-dire comme les X. Et que l'estimateur within, par exemple, et notamment du coefficient qui lui est attaché est nécessairement biaisé et non convergent. Donc, on ne peut pas appliquer, par exemple, le modèle à effet fixe lorsque nous avons la variable YIT comme étant une variable retardée dans le modèle.
Dès lors, d'autres techniques d'estimation doivent être envisagées qui font appel, on va voir, à l'usage des variables instrumentales. Donc, je vais vous expliquer juste après donc, ce diapositive, qu'est-ce qu'une variable instrumentale. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir à ce stade? Que lorsqu'on a une variable de retardée de y comme étant une variable explicative, on ne peut pas appliquer ni le modèle à effet fixe, ni le modèle à effet aléatoire. D'accord? Donc, il faut chercher, c'est ce qu'on va voir, une autre méthode qui permet de faire une estimation pour donner, bien sûr, toujours des estimateurs BLEU, c'est-à-dire les Best Linear Unbiased Estimators. Alors, on va maintenant aborder cette notion de variable instrumentale. On va voir ce que c'est l'estimateur des variables instrumentales selon donc, les deux auteurs Anderson et Acho de 1981. Alors, essayez de bien suivre avec moi. On va en fait partir de ce modèle. Donc, le modèle suivant, YIT, qui est égal à alpha I plus bêta XT plus gamma IT moins 1. Et on va écrire un modèle en différence première, c'est-à-dire de chaque variable, on va soustraire YIT moins 1. Donc, on aura ici, par exemple, YIT moins 1. Donc, c'est alpha I plus bêta XIT moins 1 plus gamma YIT moins 2 plus epsilon IT moins 1. Et on va faire la différence entre donc 1 et 2, c'est-à-dire 1 moins 2. De telle façon, on obtient un modèle dit qu'on appelle modèle de différence première, YIT
moins YIT moins 1 égale alpha I. Donc, ça disparaît. Donc, on aura ici, donc bêta facteur XIT moins XIT moins 1 plus gamma facteur YIT moins 1 moins YIT moins 2 et plus epsilon IT moins epsilon IT moins 1. Donc, on appelle ça modèle donc, en différence première. On supposera, bien sûr, pour la simplicité, en fait, voilà, que le modèle est purement autorégressif. C'est-à-dire, une variable s'exprime en fonction d'elle-même retardée, donc d'une année ou de plusieurs. Donc, ça, c'est le modèle dit en différence première. Le problème avec ce modèle, c'est quoi? C'est qu'en fait, il est biaisé par construction, puisque, donc là, c'est en fait delta. On appelle ça delta IT moins 1 égale bêta delta XIT plus gamma delta YIT moins 1 plus delta epsilon IT. Donc en fait, delta, ça fait référence à la différence première. Le problème, c'est que la variable explicative delta IT moins 1, celle-là, est corrélée avec le nouveau terme d'erreur, delta epsilon IT. En effet, epsilon IT-1 est une composante de YIT-1. Regardez bien, YIT-1, elle est fonction de epsilon IT-1. Donc, on a bien un problème de corrélation qui, bien sûr, qui est en violation avec l'une des hypothèses d'application de la méthode des moindres cas ordinaires, à savoir qu'il y a absence de corrélation entre les xi et les epsilon i. Donc, ça, c'est une hypothèse fondamentale. Donc, on a déjà traité au niveau, donc, surtout les limites de modèles à effet aléatoire, c'est-à-dire absence de corrélation, de dépendance entre les variables explicatives et le terme d'erreur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure? C'est ce que je vais vous montrer juste par la suite. Monsieur, Oui, كيفاش عرفنا ثم corrélation ما بين الفاريابل à expliquer le terme d'erreur؟ voilà. C'est à partir, en fait, regardez, là, on a YIT-1, elle est en fonction de epsilon IT-1. Quand on a écrit donc, le modèle retardé d'une année. Tu vois, donc YIT-1 est en fonction de epsilon IT-1. Or, YIT-1, on le trouve ici. Voilà. Donc, il est en corrélation avec epsilon IT-1. Ce qui peut poser, pas peu, mais ce qui pose un problème. D'accord? Donc, Oui, corrélation, monsieur, entre YI ou les epsilon. C'est ça, entre YIT-1 et epsilon IT-1, c'est ça. C'est bon? Pas encore, monsieur.
Bien. Alors, pour autant, YIT-2, lui, n'est théoriquement pas corrélé avec delta epsilon IT, tout en demeurant fortement corrélé avec delta YIT. Ici, il manque le I, IT-1. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que YIT-2 présente à ce titre ce qu'on appelle les qualités attendues d'un bon instrument. Dans ce contexte, la logique veut qu'on mette en œuvre la méthode des variables instrumentales. Alors, à quoi consiste cette méthode? La méthode des variables instrumentales consiste à trouver une variable qui soit non corrélée avec le terme d'erreur, mais qui soit fortement corrélée avec qui? Avec la variable, comme ici data YIT-1, qui est en corrélation avec le terme d'erreur, qui, donc pour notre cas, l'YIT-2. Parce que YIT-2, elle n'est pas corrélée avec delta epsilon. Rappelez-vous, epsilon IT, c'est quoi? C'est epsilon IT moins epsilon IT-1. Donc, YIT-2 n'est pas corrélé ni avec epsilon IT, ni avec epsilon IT-1. Par contre, on la trouve, YIT-2, où? On la trouve dans l'expression de YIT moins YIT-1, étant donné qu'elle se trouve ici. Donc, regardez, quand je reprends YIT-1, on est là, on trouve bien qu'il y a YIT-2, qui est en corrélation avec YIT-1. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le YIT-2 constitue, en fait, ou possède les qualités d'un bon instrument. Alors, c'est quoi donc la méthode de variable instrumentale? Donc, je vais juste vous donner la forme générale de cette méthode juste après donc, ce diapositive.
d'une manière générale, qu'est-ce qu'un instrument? ZT est dit un instrument pour la variable explicative XT, corrélé avec le terme d'erreur, l'estimation instrumentale VI, donc on note ici variable instrumentale par VI. Pour le modèle, donc on vous donne le modèle classique de type YT égale à A plus B XT plus epsilon T. Alors, donc l'estimateur est donné par bêta chapeau VI, c'est quoi? C'est la même expression quand on applique donc la méthode des moindres carrés ordinaires, mais au lieu d'avoir ici, au lieu d'avoir X, on aura Z. Vous voyez ici, donc c'est Z et non pas X. Donc, ça, ce qu'on appelle donc, un instrument pour la variable xt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que la covariance entre zt et epsilon t égale à 0, d'accord? Donc, c'est-à-dire entre la variable dite instrumentale et puis le terme d'erreur, alors que la covariance entre zt et xt, elle doit être différente de 0. C'est-à-dire qu'il existe bien une relation entre ZT et XT, pour dire que Z est un instrument pour la variable explicative XT. Ça a coupé? Oui? Vous, de mon côté, Rabbi? Oui, monsieur. Ça a coupé, hein? Oui, Ben, c'est bon. توا نسمع فيك monsieur. والبارتاج c'est bon ولا تنحى؟ ايه فما بارتاج توا. Ben, donc كملتوا الديابوزيتيف هذه ولا ما زلتوا؟ ماشي مانيش نشوفوا في الديابوزيتيف، نشوفوا في PDF. أعطاكم PDF la méthode des variables instrumentales هكا؟ ايه وي. Ben, حبيت نزيد نعطيكم une explication, plus, donc, plus d'explications sur cette méthode. Donc, vous suivez avec moi? C'est bon? Oui, monsieur. Vous suivez? لأن كي نحرك في البي دي اف يبوج ولا يبوج با عندكم؟
تحرك مش أي Il bouge, hein? Oui. Lorsqu'on se retrouve, ou on se trouve plutôt en présence d'un modèle à erreur sur les variables de type Y égale à XA, l'N est bien sûr forme matricielle, hein, plus grand N, c'est-à-dire le N ici, c'est un petit peu le terme résiduel. L'hypothèse H6, c'est-à-dire est en défaut, c'est-à-dire que l'estimateur A chapeau ne converge pas asymptotiquement vers A, parce qu'on a bien un problème d'orthogonalité, présence de non-orthogonalité entre les variables explicatives et la variable aléatoire, résiduelle. Alors, bien entendu, les autres hypothèses sont réputées vérifiées, c'est-à-dire l'hypothèse de mosaicité, d'autocorrélation, etc. Alors, le but de la technique des variables instrumentales, c'est quoi? C'est de déterminer K autres variables, notées Z1, Z2, Zk, de telle sorte que la corrélation en termes d'espérance Z'N en termes de crédure matricielle égale à 0, c'est-à-dire on n'a pas de corrélation entre ces variables dites instrumentales et le terme d'erreur. Et puis, par contre, celle entre Z et X, elle est bien différente de 0. C'est ce que je viens d'écrire tout à l'heure au niveau du cours. C'est-à-dire qu'aucune combinaison linéaire des variables Zk n'est orthogonale aux variables X1 jusqu'à Xk, ou encore que les variables Z et K soient corrélées. Alors, nous avons alors, dans ce cas de figure, que l'espérance Z', Y, et je remplace Y par XA plus N, et je retrouve ainsi que c'est égal à l'espérance Z', XA, de telle sorte que le A chapeau, ce n'est autre que Z', moins 1, Z', Alors, ici, bien sûr, je l'écris, donc ça, c'est une forme matricielle, et ça, c'est une forme classique avec le modèle de régression simple. D'accord? C'est clair? Vous voulez noter ça ou là, c'est bon? Oui, je vous écoute. Est-ce que vous voulez noter ça ou je passe? Monsieur, Oui? je ne comprends pas comment introduire la variable Z, comment savoir s'il y a absence de corrélation entre le Z et la variable explicative X. C'est ce que je vais vous montrer par la suite. D'accord? Donc, regardez bien ce qu'on vous dit. On démontre que A chapeau est un estimateur convergent de A. La variance de l'estimateur A chapeau est d'autant plus faible que la corrélation entre Z'X est forte. Et la matrice des variances-covariances de coefficients est égale alors, c'est la forme classique de sigma chapeau au carré d'epsilon, mais au lieu d'avoir X' moins 1, on va avoir ici Z'X moins 1, Z'Z, X'Z moins 1. Regardez ce qu'on vous dit. La réponse à votre question, mademoiselle, réside dans la sélection des variables instrumentales, dites miracle de Z, qui doivent être non corrélées avec N et fortement corrélées avec X. C'est pour cette raison que dans certains cas, nous pouvons simplement retenir comme variable instrumentale la variable exogène décalée d'une période. Donc, nous, dans notre cas, c'était quoi la variable exogène qui a posé un problème? C'était YIT-1. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Donc, ça, c'est la variable qui a causé problème. Donc, on avait dit que YIT-2, donc décollé encore d'une année, constitue bien un bon instrument. D'accord? C'est notre Z. C'est le YIT-2. C'est notre Z. OK? Oui, monsieur. D'accord, très bien. Vous voulez noter ça ou là, c'est bon, c'est clair, je passe? Mais, alors, pour le modèle dynamique étudié, c'est-à-dire dans le cadre de notre modèle dynamique, l'estimateur des variables instrumentales de Anderson et Hatcho 1981, il va prendre l'expression suivante. Donc, on le note gamma chapeau, puisque c'est le gamma, donc c'est l'estimateur de gamma chapeau. Bien sûr, la double dimension I et T, puisqu'on a un panel. Donc, ça, c'est notre Z. Donc, le ZT, pour nous, c'est Y. Donc, ça, c'est notre ZT. Donc, c'est YIT-2, c'est notre instrument. D'accord? Et puis, donc, ça, c'est notre
c'est notre qui? C'est notre, regardez bien, ici, c'est YT, donc c'est notre YT là, et cela, c'est notre XT, bien sûr, dans le modèle à différence première. Donc ici, c'est notre YT, YT moins 1 moins YIT moins 1, YIT moins YIT moins 1, et notre XT, c'est n'est autre que YIT moins 1 moins YIT moins 2. Donc ça, c'est l'expression de gamma chapeau, donc dit de variable instrumentale, de Anderson et Accio. On peut encore, et c'est en fait Anderson et Accio qui ont proposé d'utiliser également un autre estimateur, donc instrumental, les gamma chapeau de VI. Donc ici, en fait, ils ont fait quoi? Ils ont encore décalé d'une année. Regardez bien, ici on avait YIT-2. Ils ont décalé encore d'une année avec YIT-1. Mais le problème ici, c'est quoi? C'est que il va, en fait, on va perdre encore de degrés de liberté. Donc, mais en fait, les deux chercheurs, Anderson et Accio, ont montré que cet estimateur, il est encore aussi plus efficace et son billet, bien sûr, en termes, donc, bien sûr, de propriété, d'accord, de propriété d'un bon estimateur, à savoir Blue, etc., que c'est aussi un très bon estimateur et qui peut très bien faire l'affaire, c'est-à-dire obtenir des résultats qui sont, bien sûr, crédibles, qui sont proches de la réalité. Donc ça, c'est aussi une autre expression. On voit bien qu'elle est plus compliquée puisqu'on introduit ici YIT-3. Mais quand même, je le donne parce que ce sont ces deux chercheurs qui l'ont proposé, Anderson et Accio, et ils ont montré que c'était aussi un très bon estimateur. C'est bon?
Oui, monsieur. Alors, maintenant, on va passer à notre méthode d'estimation, qui est celle de la méthode de ce qu'on appelle des moments généralisés. Donc, en anglais, GMM, Generalized Method, Methods, de Orlando Bond de 1982. C'est une méthode très connue, très utilisée, très célèbre. Il n'y a pas un article donc, qui traite des données de panel et surtout les modèles dynamiques qui n'utilise pas ce qu'on appelle la méthode GMM. Alors, à quoi consiste cette méthode? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. On vient de voir en nous plaçant dans le cadre analytique simplifié d'un modèle purement autorégressif, c'est-à-dire de la forme YT égale à YT moins 1, etc., que la méthode des variables instrumentales consiste à retenir YT moins 2 comme instrument à la place de delta YT moins 1 dans le modèle réécrit en différence première. C'est-à-dire, donc nous avons un modèle que nous avons bien sûr appelé modèle différence première, dans lequel en fait on a soustrait de chaque variable, donc la variable, ça en fait, elle-même décalée d'une année, c'est-à-dire sa valeur retardée. D'accord? YIT moins YT moins 1, XIT moins XIT moins 1, YIT moins 1 moins YIT moins 2, et même le terme aléatoire, YIT moins YIT moins 1. Et on avait noté donc ce modèle par delta. Delta YIT est égal à quoi? Bêta delta XIT plus gamma delta YIT moins 1 plus delta epsilon IT. D'accord? Donc ça, c'est le point de départ. Vous avez ceci ou vous allez noter? غادي ناخذ في النوت monsieur pas les Ok. formules. Notez donc ces deux formules pour que je puisse passer. Monsieur, quelle est la différence entre cet estimateur et l'estimateur des variables instrumentales? C'est ce que nous allons voir. Voilà, c'est ce que nous allons voir avec le GMM. Hein. Donc, juste, je vais présenter donc, sur quoi il va se baser. Et puis, en fait, la méthode des GMM, elle se base sur la méthode des variables instrumentales. On va voir. Alors, à quoi consiste la méthode GMM? La méthode GMM repose sur les conditions d'orthogonalité entre les variables retardées et le terme d'erreur, aussi bien en différence première qu'en niveau. C'est pratiquement le même principe que de la méthode des variables instrumentales. Lorsque le modèle dynamique est exprimé en différence première, on dit que les instruments sont en niveau et vice-versa. Donc, dans le modèle estimé, l'utilisation des variables retardées comme instrument diffère selon la nature des variables explicatives. Comment? Par exemple, pour les variables exogènes, leurs valeurs courantes
sont utilisées comme instruments. Pour les variables prédéterminées, ou ce qu'on appelle faiblement exogènes, c'est-à-dire qu'il y a des variables qui peuvent être influencées par les valeurs passées de la variable dépendante, mais qui restent quand même non corrélées aux réalisations futures de termes d'erreur. Donc, leurs valeurs retardées d'au moins une période peuvent être utilisées comme instruments. Enfin, pour les variables endogènes, leurs valeurs retardées de 2 périodes, c'est ce que nous avons vu avec y-1 et plus, peuvent être des instruments valides. Là, je suis en train de vous expliquer comment choisir les instruments et quels sont les instruments qu'on peut utiliser pour, en fait, bien entendu, essayer de faire face au problème d'orthogonalité, c'est ça, entre les variables retardées et le terme d'erreur. Donc, on remarque ici que la méthode GMM, elle s'apparente beaucoup à celle de la méthode des variables instrumentales. Mais on va voir qu'il y a quand même des différences entre cette méthode et celle des variables instrumentales. Le principe, il est le même. On est en train de chercher des estimations. Monsieur, معليش نسمعوا فيك. ماكش تسمع فيا توا؟ توا رجع. سريع. وي. لا نجرب وبلا تسمع فيا ولا لا. نسمع فيك. أنا سليم جاوبة صوتك يمشي. ماشي صوتك يمشي خاطر صوتك قص. لا هو أنا موجود معاكم. Je suis encore en vie. Il y a des coupures, monsieur. Et malheureusement, j'ai constaté qu'aujourd'hui, et surtout l'après-midi, il y a des problèmes. احنا ما نعرفش عن في مستير بكري كانت مطره كبيره. Je ne sais pas quelle est la relation avec la pluie. Je ne sais pas, peut-être. ما نعرفش انتم عندكم مطره في باش ساكنين de toute façon. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. ما نعرفش عنديش une relation, je ne sais pas. مي على غالب في تونس تصب المطر الدنيا كل توقف. ومصيبة أخرى عاد جديدة اللي تعرفنا في تونس إنه تصب المطر الناس تغرق ولات. تطيح تغرق في الريقارات قسم على ربي. قريت بربي مسيو والله مش مرة مش اثنين معناه. C'est bon, vous avez terminé? Non, pas encore, monsieur. زين monsieur.
Bien. Alors, la validité des instruments retenus peut être confirmée ou infirmée à partir des tests de Hansen et Sargon. Donc, on va voir donc, que, bien entendu, quand on va appliquer la méthode des moments généralisés, donc il faut, bien sûr, des tests pour valider l'utilisation des instruments. Donc, il y a deux types de tests, on va les voir. Chacun a ses propres caractéristiques, à savoir Hansen et Sargon. Mais avant cela, en fait, je vais vous donner deux variantes d'estimateurs des GMM en panel dynamique. Il y a ce qu'on appelle l'estimateur GMM en différence première et l'estimateur GMM en système. Donc, il y a deux types de variantes. Chaque type d'estimateur, que ce soit en différence première ou en système, il a bien sûr ses propres principes, son propre principe, mais il y a des limites. Donc, on va voir que la limite de l'un, elle, en fait, entraîne le plus-value de l'autre. En système, dans les différentes instances, bien sûr. Pardon, en système, on va voir, en fait, en système, c'est un mélange de deux. Il prend en différence première et en niveau. On va le voir ensemble par la suite. Ce qu'on appelle en système. Il y a en fait un système d'équations, les deux ensemble. Bien. Alors, c'est quoi le GMM en différence première? C'est en fait, cette méthode a été instaurée donc, pour la première fois par Orlando et Bond en 1991, qui consiste à prendre pour chaque période la première différence de l'équation à estimer. C'est en fait ce que nous avons vu tout à l'heure. Ceci permet d'éliminer les effets spécifiques individuels. Donc, on obtient, c'est exactement le même modèle que nous avons présenté tout à l'heure. Il s'agit ensuite d'instrumenter la variable endogène retardée par ses valeurs de deux périodes. C'est-à-dire, on va prendre y était moins 2 comme variable instrumentale. Cependant, et c'est ça où réside le problème, cette méthode ne permet pas d'identifier les facteurs ou l'effet des facteurs invariants dans le temps. De plus, Blundell et Bond en 1998 ont montré à l'aide de simulations de Monte Carlo que l'estimateur GMM en système est plus performant
que celui en différence première. Ce dernier, généralement, il donne des résultats biaisés. Quand est-ce que? Quand dans des échantillons finis, lorsque les instruments sont faibles. On dit qu'il y a en fait un problème au niveau du résultat et des résultats en fait qui sont biaisés. D'où alors, on va plutôt donc utiliser le GMM en système. Mais néanmoins, on présente cette méthode car parfois, cette méthode nous donne aussi des résultats intéressants, surtout en termes de significativité. Bien. Le GMM en système, il met en évidence non seulement le GMM en différence première, mais également, et c'est ça que réside en fait l'intérêt de cette méthode, on introduit en fait l'équation en niveau. Donc, l'estimateur en GMM en système de Blandel-Bond 98 combine les équations en différence première et avec celles en niveau. Les instruments dans l'équation en différence première sont exprimés en niveau et vice-versa pour le second. C'est-à-dire ici, donc l'instrument, ce sera donc delta YIT moins 2, et ici, ce sera YIT moins 2. Donc, un système parce qu'on a aussi bien l'équation en différence première que l'équation en niveau, c'est-à-dire à l'instant T. Ici, c'est delta YT, ici, c'est YIT.
Donc, on termine par, en fait, les tests, le test de Sargon notamment, qui se base donc sur les hypothèses suivantes. H0, les instruments sont valides. Contre H1, bien sûr, les instruments ne sont pas valides. Il y a aussi un autre test, donc on va faire des applications de tout ceci à travers notre étude de cas. Donc, absence de corrélation, ce qu'on appelle sérielle des résidus. Donc, je vais vous expliquer davantage, en fait, ces deux tests, Inch'Allah, donc, lors de la prochaine séance. Donc, juste prenez donc, ces deux tests, pratiquement, parce qu'on a pratiquement terminé. Donc, on va faire l'application de test de Sargon au test de Hansan, Inch'Allah, jeudi prochain. Est-ce que ça avance au niveau de vos mini-projets? Oui? Ça avance au niveau de vos mini-projets? Allô? Vous êtes là? Oui, monsieur. الحقيقة non. علاش non? غاطين عندنا plusieurs exposés غاطين شوي. Mais حتى هذا c'est un exposé راه. Bien sûr. qui sera noté. Donc, ما تنساوش hein? أي بالطبيعة. Est-ce que quelqu'un d'entre vous il a commencé, il a trouvé des difficultés ou il veut poser une question sur le mini-projet? Non. مازلنا. اوكي الله يسهل ما هو كل ما هو صعيب. إن شاء الله. Donc, on va voir que pour valider, bien sûr, les instruments, il faut donc, une fois qu'on a appliqué, bien sûr, la méthode de GMM en système, généralement c'est en système, hein, mais on peut le faire aussi en niveau, mais généralement le GMM en système. Donc, on va utiliser le test de Sargon, parce qu'on va voir si l'instrument, les instruments que nous avons utilisés sont valides ou non. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire qu'on a un modèle qui a bien repris, en fait, qui a bien utiliser l'instrument pour obtenir des estimateurs non biaisés, ou bien non, il faut changer donc dans ce cas-là d'instrument. Alors, il y a même les effets temporels, c'est-à-dire les années. Les années, ça pourrait aussi être des instruments. Et, je ne sais pas donc si vous avez en fait eu l'occasion de lire un article dans lequel en fait les auteurs ont, et ça existe, hein, ont utilisé les années, c'est-à-dire T, donc 1990 par exemple jusqu'à 2020, comme des instruments. C'est possible. De toute façon, je vais vous montrer au niveau de Stata comment on peut choisir les instruments. Il y a aussi des instruments du genre, par exemple, hein, donc ça dépend bien sûr de l'étude, mais ça pourrait être des variables macroéconomiques, comme par exemple l'inflation, comme par exemple la population aussi. Moi, j'ai vu aussi donc, dans des articles des chercheurs qui utilisent la population, c'est-à-dire le nombre total de la population, comme étant un instrument. Ça existe aussi. Ça pourrait être donc aussi applicable dans la modélisation.
Bien. Donc, on a terminé donc, ce chapitre. Donc, je vous ai dit que dès le début que ce chapitre n'est pas vraiment un chapitre trop long. Donc, on va essayer jeudi, Inch'Allah, de faire en fait une application empirique pour bien comprendre toutes les notions qu'on vient de voir aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions.